Économiser et chauffer futé avec le gaz naturel, partenaire de TTC. J'aime les choses qui claquent, qui vivent, qui vibrent. Sharon Stone, qui vient d'avoir 60 ans. Donald Trump déclenche la guerre commerciale. Quel impact pour l'économie mondiale et pour la Suisse? Cédric Ty est notre invité. La voiture prend le virage électrique, mais comment va-t-on recycler les batteries? Enquête sur ce nouveau business. Les filles du salon de l'auto, ce qui a changé en 30 ans. TTC a réuni 2 générations d'hôtesses. C'est en fin d'émission. Bonsoir, bienvenue à tous et on commence avec l'incroyable destin de Pierin Vincenz, l'ancien patron de Raiffeisen. C'était devenu un personnage people dans un monde bancaire qui préfère généralement la discrétion. Il a fait de son établissement la 3e banque du pays. Aujourd'hui, il est en prison préventive, accusé de gestion déloyale. Grandeur et chute d'un banquier, le récit de Pierre Gobet. Morgen. Pierin Vincenz, au sommet de sa carrière en 2014. Il était alors le patron de la 3e banque du pays. Aujourd'hui, il est en détention préventive depuis 10 jours, soupçonné de gestion déloyale. Il se serait enrichi lors du rachat de plusieurs sociétés par Raiffeisen, des accusations que rejette l'ancien banquier. Pierin Vincenz, c'est l'homme qui a transformé Raiffeisen. L'aventure commence au début des années 2000. On va s'installer dans les villes, par exemple à Bâle, à Genève ou à Berne. Et la raison est pour grandir et pour augmenter la part de marché. Et le but est de toucher 100% de la population en Suisse. Et ça marche. La coopérative multiplie les filiales en ville, attire une nouvelle clientèle, part à la conquête du marché hypothécaire. Elle rachète même la banque privée Wegelin. En 15 ans, Pierin Vincenz fait grandir Raiffeisen spectaculairement. Le nombre de clients passe d'1,5 million à 3,7 millions. Le bilan de la banque est multiplié par 3. Raiffeisen gère près d'une hypothèque sur 4. Au point qu'elle est déclarée d'importance systémique, too big to fail. Le patron le prend comme un hommage. Pour moi, c'est positif. Ça veut dire qu'en tant que banque, nous avons bien travaillé. Sur le terrain, la mue de la coopérative a fait parfois grincer des dents, comme ici à Boncourt dans le Jura. François Rosset, aujourd'hui à la retraite, a dirigé cette succursale durant plus de 20 ans. Pour lui, Raiffeisen a un peu perdu de son âme. Le développement de la Raiffeisen, c'est clair qu'il y a eu des décisions importantes qui ont été prises, qui ont favorisé ce développement, mais il faut aussi admettre que ça s'est fait au détriment des villages qui avaient fait quand même la réputation et la notoriété de la Raiffeisen. Et dans nos villages, dans le Jura notamment, ça n'a pas très bien passé. Aujourd'hui, Raiffeisen ne présente plus pratiquement aucun avantage, je parle au point de vue financier, ni au point de vue proximité par rapport aux grandes banques ou par rapport aux banques cantonales. De sorte que l'image de Raiffeisen s'est trouvée peut-être un peu diminuée. Quant au patron, Pierin Vincenz, durant toutes ces années, il prend soin de son image, il communique. On le voit à la télévision faire son jogging. Il joue aux cartes dans l'émission de la TV alémanique Samstikias. Participe à une séance de photos pour un calendrier. Le banquier vedette se veut ouvert, simple, proche des gens. François Rosset, qui représentait les banques Raiffeisen jurassiennes au niveau national, a côtoyé le directeur général au début des années 2000. Le docteur Vincenz était vraiment une très forte personnalité qui a su faire passer ses idées et puis parfois les imposer à des banquiers de mon genre qui n'étaient pas toujours d'accord avec ce qu'on leur prêchait. Bonsoir. Bonsoir. Pierin Vincenz, TTC l'avait rencontré en 2015. Il venait d'annoncer son départ de la direction.
Pierre Vincenz, pendant ces 15 ans, le métier de banquier a passablement changé, son image aussi s'est ternie. On a même inventé le terme de bankster pendant ces années. Comment vous avez vécu, vous, ces changements? Oui, ça a été un changement qu'on n'a pas attendu, parce que être banquier il y a 15 ans était vraiment une bonne situation. Et c'était aussi un rêve pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, et ça dure un peu. Et après, je pense que nous avons de nouvelles, une bonne image aussi en Suisse. Pour la réhabilitation des banquiers, c'est raté. En passant par la case prison, l'ancien patron menace aussi l'image de cette banque des champs, partie à la conquête des villes. Donald Trump a mis son projet à exécution. Il relèvera donc les taxes douanières, plus 25% sur l'acier, plus 10% sur l'aluminium. Une décision prise envers et contre tous qui fâche à la fois les alliés des États-Unis et les républicains dans son propre camp. Ils craignent une escalade dans la guerre commerciale. Cédric Ty, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement. Alors, ces mesures protectionnistes, on a envie de dire pourquoi aujourd'hui l'économie américaine ne va pas si mal, le chômage est au plus bas? Alors, c'est quelque chose que Trump avait envie de faire depuis un moment. Il en avait parlé durant sa campagne. Je crois qu'il y a aussi un côté un peu impulsif de vouloir reprendre la main alors qu'il y a l'affaire russe qui continue de monter, donc de pouvoir un peu reprendre sa communication. Mais c'est très improvisé. Au sein même de la Maison-Blanche, beaucoup de services l'ont appris le jour même. Mais alors pourquoi l'acier et l'aluminium? Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous parler d'une nouvelle économie 4.0, tout ça. Là, on a l'impression qu'on revient dans l'économie ancienne. Absolument. Donc il y a un aspect de lobbying mais de la part de ces secteurs. Mais si on regarde au niveau du poids de l'emploi, c'est très petit. En fait, il y a beaucoup plus d'emplois aux États-Unis dans les industries qui utilisent de l'acier et de l'aluminium, que ce soit l'industrie automobile, l'industrie aéronautique. Et donc, en fait, avec ces droits de douane, on impose un surcoût à une grande partie de l'économie, ce qui, d'un point de vue purement économique, n'a aucun sens. Donc, on peut dire que ça favorise une toute petite partie de l'emploi dans les aciéries, mais au détriment de beaucoup plus d'emplois. Donc, finalement, le bilan, il est négatif. Tout à fait. Et c'est très souvent le cas quand on met un droit de douane. C'est souvent un petit secteur qui en bénéficie et qui va être très vocal, alors que ceux qui en souffrent sont souvent beaucoup plus dispersés. Mais est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? C'est-à-dire qu'il engage un bras de fer pour aussi obtenir une baisse des droits de douane sur les produits américains qui sont vendus en Europe, par exemple? Mais les droits de douane sur les produits américains en Europe sont déjà minimes. Si on met de côté le secteur agricole, qui est un cas spécial... Alors, il parlait justement du secteur agricole. Mais qui est très faible dans le poids des exportations américaines. Donc, les États-Unis et l'Europe ne sont pas formellement en libre-échange, mais de facto, on n'en est pas loin. Est-ce que cette décision, elle est, entre guillemets, légale, ou est-ce qu'elle contrevient au traité que l'Amérique a signé? Alors, je pense qu'elle va soulever des questions auprès de l'OMC, qui est en fait là le tribunal arbitral des questions commerciales. Ça dit pour que l'OMC s'en saisisse, il faudra que l'Europe ou d'autres pays déposent une plainte contre les États-Unis. Mais on la voit venir ou pas forcément? Je pense que ça doit être sur la table, j'imagine, à Bruxelles. Ils vont d'abord essayer de voir si on peut régler les choses avant d'en arriver là. Mais avant la plainte, il pourrait y avoir les contre-mesures, c'est-à-dire l'élévation des droits de douane. Je crois que l'Europe a déjà tout un programme, les jeans, le Bourbon, les Harley, etc. Vous pensez que ça va arriver? Je pense oui, parce que si Trump reste intraitable, l'Europe peut difficilement rester les bras croisés. Il faut savoir que sur bien des domaines, l'Amérique domine, mais le domaine commercial est un des seuls domaines où l'Europe parle vraiment d'une voix. C'était quelque chose qui se décide à Bruxelles et pas dans les capitales nationales. Donc l'Europe pèse très lourdement sur ce plan-là. L'impact de ces mesures, d'une guerre commerciale, sur la croissance mondiale, est-ce qu'on peut le mesurer? Ah oui, alors on a divers modèles, des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale, tout ça. Ça va peser, pas tellement pour les États-Unis ou l'Europe, qui ne dépendent pas tant que ça du commerce mondial. C'est beaucoup plus un problème pour les pays émergents, qui par rapport à leur taille sont beaucoup plus intégrés dans les échanges. Et puis les petites économies ouvertes comme la Suisse, même si pour l'instant avec l'acier et l'aluminium nous ne sommes pas trop concernés, mais si les choses devaient s'aggraver, alors nous aurions tout à y perdre. Parce que la Suisse est justement un pays qui dépend de ses exportations. Complètement. Comment on peut imaginer le scénario le moins favorable? Alors ce serait une escalade de la part de l'Europe, des États-Unis et de la Chine, qui pour l'instant est restée un peu de côté, et qui irait au-delà des secteurs de l'acier et de l'aluminium pour commencer sur des secteurs, pour la Suisse, la pharmacie serait quelque chose de très sensible. Et nous avons beaucoup plus à perdre. Finalement, une guerre commerciale pour les États-Unis, ça va être un inconfort. Pour un pays comme la Suisse, qui en dépend beaucoup plus, ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais en fait, c'est beaucoup plus important.
Est-ce que, dernière question, on peut dire qu'avec une guerre commerciale, le monde est un peu plus dangereux? Est-ce qu'une guerre commerciale précède parfois une vraie guerre? Alors, on a eu des guerres commerciales durant les années 30. Après la Deuxième Guerre mondiale, n'en a pas été une conséquence. Donc non, heureusement, ça ne dégénère jamais comme ça. Mais c'est vrai que dans un environnement où des pays se affirment de plus en plus, que ce soit la Chine ou d'autres, ça n'aide pas à calmer les esprits. Cédric Ty, merci pour Avec ces plaisir. précisions. Vous étiez en direct dans TTC. Merci. Affaire Broulis, dernier épisode, le ministre des Finances et patron aussi des impôts qui sera lui-même soumis à un contrôle fiscal. C'est un peu l'arroseur arrosé. En toile de fond, il y a un contexte global qui réclame plus de transparence. On pourrait même parler d'effeuillage fiscal. On fait le point avec Pierre Gobet. Vous dites que ça ne concerne pas en réalité. C'était il y a 2 semaines, le professeur Morel face à Darius. Vous nous avez amené votre bordereau d'impôt, de revenus imposables annuels, 672 275 francs. Je vous montre là, de manière totalement transparente, pour que ce soit... Un vrai striptease fiscal. Dans des... Isabelle Moret, bonsoir. Bonsoir. Une semaine plus tard, rebelote, c'est au tour de la conseillère nationale vaudoise de passer au confessionnal. Je me réjouis d'avoir ma déclaration d'impôt 2016 en tant que femme séparée, ce qui me permettra de la publier. Vous la publierez? Je publierai ma taxation 2016 dès que je l'aurai, je me réjouis de l'avoir. En 2011, TTC avait fait le tour des cantons romans en matière de transparence fiscale, avec des réfractaires. Pour moi, c'est une démarche quasi pornographique, et j'entends quasi pornographique dans le sens où c'est quelque chose que l'on ne doit pas voir et qui peut gêner même celui qui pose son regard dans l'espèce sur une feuille d'impôt. À Lausanne, nous avions à l'époque obtenu le revenu imposable d'un certain Pascal Broulis, moyennant une taxe de 50 francs. Au moment où sortait son opus L'impôt heureux, que pensait-il de l'impôt transparent? C'est intéressant, mais il ne faut pas que ça devienne de la curiosité mal placée. On a eu accès à votre revenu fiscal, mais vous n'avez pas voulu qu'on le diffuse. Pourquoi vous auriez pu être le pape de la transparence ce soir? Non, parce qu'en fait, ça appartient, c'est quelqu'un qui l'achète. Vous achetez en quelque sorte cette information, elle vous appartient. Donc elle n'est pas là pour être diffusée. Et puis ça permet aussi de remplir les caisses. Aujourd'hui, ce qui attend le patron des finances vaudoises, c'est bel et bien un grand déshabillage. Merci beaucoup. Le 88e Salon de l'Auto se tient à Genève au moment où l'industrie automobile se porte bien. Les ventes mondiales ont battu des records en 2017. Un secteur toutefois est en crise, c'est le diesel. Serge Méria, vous avez des chiffres? Et oui, Patrick, c'est un véritable coup d'arrêt pour le diesel. En marge du salon de l'auto, plusieurs constructeurs de voitures ont annoncé la fin de la production des moteurs diesel. Pour Toyota, ce sera à la fin de l'année, pour Volvo en 2019 et pour le groupe Fiat Chrysler en 2022. Autre indicateur, la baisse des ventes des véhicules roulant au diesel. En 2012, 70% des véhicules français roulaient au diesel. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 50%. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, le diesel passait quasi pour le carburant miracle. Et oui, depuis la crise économique des années 70, le diesel a connu un véritable boom. Il était considéré comme plus écologique, comme plus économique, une véritable solution miracle que les gouvernements ont massivement subventionné. Les États européens ont versé jusqu'à 21 milliards d'euros par année pour le soutenir. Cela s'est fait par des subventions ou par une taxation avantageuse. Eh bien, le coup d'arrêt, il intervient quand ça remonte au moment du scandale VV des moteurs truqués? Alors non, en 2012 déjà, la confiance dans le diesel est ébranlée. À ce moment-là, un rapport de l'OMS accuse les émissions des moteurs diesel d'être cancérigènes. Et puis en 2015, rappelez-vous, le scandale Volkswagen, le constructeur allemand de voitures, avoue avoir maquillé les résultats des tests anti-pollution. Dans certains cas, les niveaux de pollution étaient 40 fois plus élevés qu'annoncés, notamment avec l'oxyde d'azote. Alors du coup, aujourd'hui, il y a des villes qui n'en veulent plus. Et oui, il y a des villes allemandes comme Francfort et Munich qui ont annoncé vouloir interdire les moteurs diesel dans leurs rues. Le tribunal administratif fédéral allemand leur a d'ailleurs donné raison. Et puis d'autres villes en Europe devraient suivre, des villes comme Paris, Athènes ou Madrid qui tablent sur 2025 pour interdire les moteurs diesel. Merci Serge. Et puis en parallèle au déclin du diesel, on assiste à un engouement pour la voiture électrique. Ces prochaines années, la demande en batterie va être immense. Les métaux qui les composent, le lithium par exemple et le cobalt, seront le pétrole de demain. Le cours de ces matières premières a d'ailleurs déjà explosé. Et puis des filières aussi de recyclage se mettent en place.
Enquête, Nathalie Boujard. La batterie d'une voiture électrique, c'est 200 à 500 kg. Selon les constructeurs, la forme, la composition et le poids varient. Mais prenons par exemple la Chevrolet Bolt. Voici les ingrédients de sa batterie. Aluminium, graphite, cobalt, lithium. De tous ces composants, c'est le cobalt qui pose le plus de problèmes. C'est qu'avec l'engouement pour les voitures électriques, le cours de ce métal a explosé. En 1 an, son prix a plus que doublé. Un record de 80 000 francs par tonne a été atteint en fin de semaine passée, du jamais vu. Fébrilité de l'industrie automobile, des constructeurs de batteries, peur de manquer, et il y a de quoi. Surtout parce que le cobalt provient majoritairement d'un seul endroit, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo représente à peu près 50% des réserves et un peu plus de 50% de la production mondiale. Et sa part devrait peut-être même se renforcer dans l'avenir. Donc ça veut dire que le monde automobile, en quelque sorte, va dépendre d'un fournisseur qui n'est pas forcément le plus stable. Sans parler du travail des enfants dans les mines, de dégâts environnementaux. Dépendre principalement du Congo en termes d'approvisionnement, une situation risquée, mais peu d'alternatives actuellement. Tous les constructeurs de batteries, aujourd'hui, leur priorité, c'est vraiment d'avoir la ressource. Donc il y a pas mal d'inquiétudes, et qui dit inquiétude dit ils sont prêts à payer le prix, et donc ça pousse les prix à la hausse. Les grands gagnants de cette course au cobalt, les voici. En premier lieu, évidemment, le Congo. La Chine aussi. Elle raffine 80% du cobalt congolais et détient une grande partie de la production de batteries. En somme, l'emballement pour les voitures électriques secoue la carte géopolitique. Les anciens pôles d'influence pétroliers, notamment les pays du Golfe, se voient concurrencés. Le Congo, l'Arabie saoudite de l'électromobilité. Face à cette situation, d'autres acteurs s'intéressent de près à ce métal devenu stratégique, les recycleurs. Vimis, dans le canton de Berne. Au milieu de ces champs se trouve actuellement le seul centre suisse de recyclage de batteries de voitures électriques. Pour l'instant, Batrec en récupère un peu plus d'une dizaine par an. Un nombre qui peut sembler ridicule, et pourtant. Nous voyons que cela augmente tous les ans. Il y a 3 ans, il n'y avait pas de batterie, puis nous 2, et maintenant on en est à 10, 20 tonnes. Le nombre augmente. Le boom de l'électromobilité ne fait que commencer. L'avenir s'annonce prometteur. D'ici 2030, 11 millions de tonnes de batteries seraient attendues au recyclage. La filière se prépare pour accueillir ce raz-de-marée. Voici les différentes sortes de batteries qui nous sont amenées. Ça va des très grandes, aux moyennes, jusqu'à ces petites. Ces batteries sont défectueuses ou issues de véhicules accidentés. Certaines sont très abîmées, comme celle-ci, qui a brûlé. De manière générale, absolument tous les accumulateurs doivent à tout prix être déchargés avant d'être démontés puis réduits en miettes. Les batteries décomposées, toutes marques confondues, passent ensuite dans ce broyeur qui les happe une à une. Un engin un peu spécial puisque ces cellules sont hautement inflammables. La preuve. Restent ensuite des copeaux, saupoudrés d'une fine poussière noire qui contient notamment le cobalt, celui, le fameux, à 80 000 francs la tonne. Pour le récupérer, ce sac va passer la frontière. Un peu plus de 4 heures de route, direction la Lorraine. Eurodieuse Industrie, tout comme Batrec, fait partie du groupe français Veolia. Au-delà des dizaines de tonnes de débris suisses, Eurodieuse travaille avec Renault et Nissan. Preuve que des acteurs qui n'avaient rien à voir jusqu'ici collaborent désormais. Changement de paradigme provoqué par la révolution électrique, ici sont traitées une centaine de tonnes de batteries ou résidus. Voici ici le produit récupéré après broyage des cellules véhicules électriques que nous avons reçu de la société Batrec de Suisse. Donc ce produit est un mélange, on peut voir, avec les différents composants de la cellule, l'aluminium, le cuivre, l'alu et la partie active qui s'appelle la black mass et qui va contenir les métaux type cobalt, nickel, lithium, aluminium. Cette poudre noire, partie active de la batterie, est injectée dans ce réacteur. Suivent diverses réactions chimiques pour séparer, purifier et concentrer les métaux convoités. Résultat, 75% peuvent être récupérés. Puis tout cela est pressé, et voici par exemple une masse de cobalt, pas totalement pure, mais concentrée. Après séchage, elle sera revendue entre 6 000 et 14 000 francs la tonne à des groupes miniers, métallurgiques ou chimiques. Des images rares, des chiffres vagues, secret industriel oblige. C'est que l'enjeu est de taille, alors les acteurs se placent, se préparent, investissent, en secret.
La position de l'Europe est de dire nous avons sur nos territoires les produits finis, essayons de développer l'industrie du recyclage pour pouvoir aussi derrière avoir les matières premières de demain qui nous permettront de refaire des produits, des batteries, mais peut-être d'autres éléments qui seront nécessaires dans notre quotidien. Maîtriser l'accès aux composants de ces batteries électriques, à ce nouvel or noir, une priorité pour toute la filière de l'électromobilité. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Alors visiblement, on est au début d'un phénomène dont on ne mesure pas encore tout à fait l'ampleur, mais ce qu'on sait, c'est que ça va bouleverser les équilibres géopolitiques qu'on connaît aujourd'hui. Oui, alors peut-être juste pour repréciser une chose pour le début, pour une batterie électrique, il faut plusieurs dizaines de kilos de cobalt. Donc si on imagine d'ici 5 à 10 ans qu'il y a des centaines de milliers, voire millions de véhicules électriques sur les routes, ça fait un paquet de cobalt. Et ça, oui, c'est un bouleversement, parce que ça donne un pouvoir majeur, actuellement en tout cas, à un homme, c'est Joseph Kabila. Le président de la République démocratique du Congo a récemment annoncé qu'il allait multiplier par 5 la taxe sur le cobalt. Et ça, il peut le faire de manière assez unilatérale parce qu'il est devenu incontournable. C'est devenu le roi du monde, en tout cas le roi du monde des véhicules électriques. Est-ce qu'il va le rester? Est-ce qu'on aura toujours besoin de cobalt pour ces piles? Alors effectivement, pour essayer de se soustraire un peu à cette surpuissance, à cette toute-puissance, il y a des alternatives qui sont en cours d'étude, notamment essayer de remplacer le cobalt par plus de nickel. Est-ce que ça va s'imposer? On ne sait pas. Et du coup, en attendant, les producteurs d'automobiles, mais aussi de batteries, sont obligés de faire avec et sont obligés, coûte que coûte, d'essayer d'avoir accès à ce cobalt, au moins pour les 5 à 10 années à venir. Donc le problème, c'est effectivement l'accès à ces matières premières. Et on voit que même des géants comme Apple, aujourd'hui, se font du souci. Oui, parce qu'effectivement, dans votre smartphone, il y a aussi du cobalt, quelques grammes, mais il y en a quand même, les tablettes aussi. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, cette démarche d'Apple, parce qu'ils sont allés directement discuter avec des multinationales minières, des grands groupes miniers. Et ça, c'est assez nouveau pour être sûr d'avoir accès à ce cobalt. Tesla, VV ont fait la même chose l'automne dernier. Et ça montre que les choses sont en train de bouger, que les cartes sont en train d'être redistribuées. Et surtout que des acteurs qui avant ne se parlaient pas, travaillaient pas forcément ensemble, désormais vont devoir collaborer. Merci Nathalie. Et puis on revient aux batteries de voitures, parce qu'avant de les recycler complètement, comme on l'a vu, il y a l'idée de leur donner une seconde vie. Elles ne sont plus assez puissantes pour nous transporter, mais elles peuvent encore servir. On va voir comment, avec une expérience qui est menée actuellement à Neuchâtel. C'est la suite de votre enquête. L'heure du départ approche. Les véhicules sont prêts, chargés, le courrier et les colis triés. Ce garage paisible ne va pas tarder à se transformer en ruche. Une ruche relativement silencieuse. Depuis 2016, ces postiers ne roulent plus qu'en scooter électrique. Plus de 6000 d'entre eux sillonnent les rues helvétiques. Ici, à Neuchâtel, ces 430 m² de panneaux photovoltaïques situés sur le toit de la Poste produisent de l'énergie, dont une partie est stockée dans ces armoires d'un nouveau genre. Des armoires composées de piles de scooters devenues trop faibles. Elles vivent ici au sous-sol, leur deuxième vie. La nuit, elles redistribuent le courant accumulé pour l'utilisation dans les locaux, mais aussi le chargement des scooters. Le surplus est revendu. C'est l'idée de ce projet pilote unique en Suisse romande, transformer toutes les batteries électriques usagées de scooters en accumulateurs stationnaires d'énergie. Il n'y a pas de présélection. Notre système est construit de telle manière que l'on peut intégrer les cellules et c'est ensuite le système qui les vérifie et décide si elles sont utilisées ou pas. Une présélection serait trop chère. Ce ne serait pas économique de les tester avant. Même avec 30% de cellules non fonctionnelles, en panne, comme celles en rouge, ou hors circuit, comme les grises, le système reste opérationnel. Il offre ainsi 10 à 15 ans d'espérance de vie supplémentaire à ces piles avant qu'elles ne partent au recyclage. Ce sera une évidence dans le futur. Et je pense que chacun aura au moins un petit accumulateur à la maison. Les grands centres de stockage ont aussi sûrement un grand avenir. Les exploitants du réseau électrique vont intégrer ces centres à des endroits névralgiques. Ils pourront aussi utiliser des batteries usagées. Ce qui est actuellement testé dans ce projet pilote de Neuchâtel est envisagé à grande échelle par les constructeurs automobiles, comme par exemple ici à Leipzig, par BMW. Investissement, 10 millions d'euros.
Des supercentres de stockage initiés par le secteur automobile, des constructeurs de voitures qui deviennent de fait des fournisseurs d'électricité. Des voitures plus électriques et des filles plus habillées, c'est la tendance du Salon de l'Auto 2018. Les hôtesses se font plus rares, leur rôle, leur look aussi a changé. Yann Duhed leur donne la parole, c'est notre rubrique sur l'évolution des métiers. À gauche, Marie-Rose dirige une agence d'hôtesses. Elle a commencé elle-même comme hôtesse, c'est son 27e salon. À droite, Raël est étudiante en tourisme, c'est son 3e salon. Qu'est-ce qui a changé entre les débuts de Marie-Rose en 91 et aujourd'hui? Réponse. À mon époque, c'était sur des talons. On n'avait pas de téléphone portable. C'était très macho. La femme était considérée comme une plante verte, sans vraiment de connaissances ou de compétences ou d'intelligence. Rassemblés dans un salon jungle, quelques centaines de carrosseries rutilantes, et l'instinct du chasseur mâle se réveille. On porte des baskets, on a plus des talons, on a des pantalons. Il n'y a pas une grande différence entre hommes et filles, hommes et femmes. Donc ça va très bien. Ça montre aux gens qu'on est là, on est compétente, on veut aider. Et puis on n'est pas juste là pour être belle. Les choses ont tellement changé que 50% des hôtesses sont aujourd'hui des hommes. Et à l'époque des hashtags MeToo et Balance ton porc, le salon diffuse désormais des messages anti-harcèlement. Les hôtesses sont là pour parler mécanique, pas de leur physique. Côté salaire, entre l'époque de Raël et celle de Marie-Rose, le montant est à peu près le même. Mais rapporté au coût de la vie, notre jeune fribourgeoise gagne 19% de moins que Marie-Rose. Mais au fait, c'est quoi être une bonne hôtesse ? Là, on a cette place et puis on peut la faire toute plate. Donc si on n'a pas besoin des chaises là-bas en fait. Il faut avoir beaucoup de charisme. Il faut pouvoir avoir du plaisir à être avec les clients, les potentiels clients. Avoir la passion pour l'automobile. On essaye toujours de transmettre nos émotions. Donc, qu'est-ce qu'on ressent si nous, on va dans une voiture et puis on essaye de partager le plaisir. Fin du marathon dimanche, un job dont les hôtesses et les hôtes sortent souvent heureux et toujours épuisés. Bon, et pour ceux qui auraient besoin de douceur, ne manquez pas TTC la semaine prochaine, on revient sur le sucre. Les Suisses sont de véritables becs à sucre, ils en consomment 2 fois plus que les normes de l'OMS. L'idée d'introduire une taxe dissuasive a été balayée au Conseil des États. Les lobbies sont à l'œuvre pour le sucre, un peu comme pour l'industrie du tabac. Voilà, on se retrouve lundi. Passez bien le cap, belle soirée à tous, à bientôt. Économiser et chauffer futé avec le gaz naturel, partenaire de TTC.